Salut à tous, salut Wack. Salut à tous, salut Bruce et les amis, bienvenue sur les antennes de beIN Sport pour beIN eFoot. C'est la fête du football virtuel, 26 minutes entièrement consacrées au jeu de foot. On vous livre toutes les dernières news bien entendu, l'actu des compétitions, les interviews des meilleurs joueurs, des tips, des buts. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et lui, il a le goût de l'action rondement menée et bien construite. Bruce Granek, notre consultant 4 étoiles. Comment ça va Bruce ? Merci beaucoup encore pour la présentation, ça va et toi tu te renouvelles à chaque fois. Vous savez, j'essaye un petit peu d'amener de la fraîcheur. Je trouve que ça te va bien en plus. C'est gentil. Les amis, avant toute chose, le sommaire. Dans les news de la semaine, on évoquera le retour de Manika au PSG eSport en tant que joueur et le rôle de responsable technique de la Paris Saint-Germain Academy eSport qu'il va occuper. On jouait ce week-end en Espagne avec la Liga Cup. On suivra le parcours du Français de Levante, Maestro. Enfin, une fois n'est pas coutume, on va parler de FIFA Online 4 avec la FIFA eChampions Cup, compétition majeure en Asie. On accueillera ensuite nos deux invités, deux joueurs pro chez LDLC OL. Vous le savez, l'Olympique Lyonnais eSport s'est associé il y a quelques mois aux géants de l'informatique. Tout d'abord Kokové Bastos, au club depuis maintenant plusieurs années. Puis le jeune Lex arrivé cette saison, l'occasion pour lui de nous présenter sa dernière équipe sur FUT. Enfin, cette semaine, dans l'humeur de Kanto, on reviendra sur le phénomène des icônes dans le jeu FIFA. Elles ont fait leur apparition sur FIFA 14 et représentent depuis la crème de la crème des items sur le jeu, sur FIFA Ultimate Team et aussi sur PES, bien entendu. Vous saurez tout sur ces éléments qui font rêver tous les amoureux du football et d'e-football. Les amis, on commence tout de suite par les news. Et oui, et le retour de Manika au PSG eSport, une petite bombe comme ça qui est tombée sur les réseaux sociaux. Il participera notamment avec le PSG à l'E-Ligue 1, sous les couleurs du club, bien entendu. Et bien sûr, il représentera le club lors de toutes les compétitions officielles FIFA auxquelles le PSG eSport, on le précise, prendra part. Il aura aussi un autre rôle. Il sera donc responsable technique de la Paris Saint-Germain Academy eSport. L'une des principales missions, bien sûr, pour lui sera de former et d'encadrer les 25 coachs de la PSG Academy eSport afin de garantir, selon leurs termes, la bonne méthodologie du club. Bruce, on nous souhaite quand même bonne chance à Manika. On sait que c'est quand même un joueur qui est très sérieux, qui est là depuis longtemps et c'est une bonne nouvelle pour lui. Joueur très sérieux, on sait aussi qu'il stream, on sait qu'il est dans le milieu depuis très longtemps, on sait qu'il est supporter du PSG, il a eu un très très bon passage avant au PSG, donc c'est très cool, je suis très content pour lui et c'est aussi une très bonne chose pour le PSG parce que voilà, c'est un très très bel ambassadeur. Il a une belle histoire avec le PSG eSport, Manika. Donc voilà, on le retrouvera dans les semaines à venir. Dans les compétitions, les amis, direction l'Espagne maintenant avec la Liga Cup et une finale entre Maestro, le joueur français de Levante, face à Adriman, joueur pro pour le Real Oviedo. Au match aller, victoire d'Adriman, 3-2 lors du match retour. Nouvelle victoire d'Adriman, 3-1, ce qui nous donne un score au cumulé de 6-3. Pas de chance, Bruce, pour le Frenchie qu'on voit en haut à droite de l'écran. On sent bien qu'en Espagne, Bruce, on met les moyens pour avoir une compétition de qualité. Ouais, c'est sûr qu'il y a du lourd, il l'avait dit déjà Maestro, c'est vrai que là-bas les conditions sont top pour les joueurs. Malheureusement pour lui, ça n'a qu'une en finale, mais il est régulier, il le prouve une fois de plus, il a quand même réussi à se hisser une fois de plus en finale, donc on ne s'en fait pas pour lui, mais en face il y avait aussi un sérieux client. Il y avait un vrai joueur qui donc remporte cette compétition. Les amis, durant toute la semaine dernière, s'est disputée la FIFA eChampions Cup sur FIFA Online 4. Alors Bruce, avant de poursuivre, avant de parler de cette compétition, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est FIFA Online, justement ? Ouais, alors FIFA Online, c'est un ancien gameplay. Donc ça date environ de FIFA 17, j'ai envie de te dire. Donc voilà, il y a des mises à jour, mais le jeu n'a pas vraiment évolué. Donc on est sur un gameplay qui date d'il y a quelques années, mais qui était très plaisant. On le voit à l'image, c'est assez posé. Donc voilà, ça ne correspond pas à FIFA 21 qu'on connaît, mais ça reste un bon jeu et c'est ce qui se joue en tout cas en Asie. Oui, on sent que c'est un petit peu plus, comme tu l'as dit, vraiment posé, que les joueurs peuvent un petit peu plus maîtriser les événements. En tout cas, c'est une compétition qui a vu s'affronter des équipes de Chine, de Thaïlande, du Vietnam et de Corée. On a retrouvé en grande finale la team Made in Thailand face aux Coréens de Crazy Win. 3 matchs et 3 victoires pour la team coréenne, emmenée par un joueur Kwak
rock inarrêtable et invaincu dans cette finale. Donc voilà, bravo à cette team coréenne. Les amis, avant d'enchaîner, un dernier mot sur la Gamers Assembly aussi. On le sait, c'est un tournoi quand même qui compte sur le paysage sportif français. Que tu as bien sûr gagné il y a de ça quelques années, Braque. Je te renvoie l'appareil puisque tu l'as aussi remporté, Bruce, cette Gamers Assembly qui s'est déroulée donc en ligne ce week-end. Bien entendu, elle ne pouvait pas avoir lieu en physique. Ça s'est soldé par une victoire de Turbolou. On espère qu'on n'a pas écorché ton pseudo, l'ami, mais c'est vrai qu'il est un petit peu particulier. Et donc, il remporte ce tournoi FIFA. Un grand GG à lui. Allez, sans plus tarder, on enchaîne avec le focus. Et Bruce, c'est véritablement un monument, hein, maintenant, on peut le dire, de la scène FIFA qu'on a aujourd'hui. Un ancien. Avec nous, un ancien, ouais, c'est déjà un ancien. C'est Corentin Vicogne, alias Coco V Bastos, les amis. Et il est déjà présent, il est là. Salut Coco, comment tu vas? Salut les gars, ça va et vous? Salut, ça va. Ça va super bien. On vient juste de le dire, Coco, c'est vrai que toi, ça fait un petit moment que tu es sur la scène. Ça fait un petit moment aussi que tu fais partie de cette team de l'OL eSport. L'OL eSport qui a fusionné avec LDLC, on le rappelle. C'est quoi un petit peu le secret de cette longévité? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi attaché à ce club, Coco? Bah déjà, je suis supporter de l'OL depuis toujours, donc je pense que ça m'aide à être professionnel en plus de ça. Et bah, y a une bonne entente avec le staff et tout ça, donc je pense que c'est un peu le secret, en plus des perfs évidemment, mais c'est un peu le secret pour durer, je pense. On se souvient, Coco, Bruce, qu'on avait pu te commenter justement sur le plateau de Bein. Tu avais fait une très très grosse saison, une saison dans laquelle tu avais affronté Maestro en finale plateau. Malheureusement, voilà, c'est une finale que tu avais perdue. Qu'est-ce que tu en gardes de ce souvenir? Bah, je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec l'OL. C'était mon premier tournoi du coup sous ses couleurs et bah, j'avais réussi à faire finale. Après, malheureusement, comme souvent en finale, j'avais pas eu la réussite qu'il fallait pour gagner, mais ouais, ça reste quand même un de mes meilleurs souvenirs ici. Bruce, j'ai envie de me tourner vers toi. Toi, quand tu as vu arriver Coco V Bastos sur la scène, parce qu'on sait que c'est un joueur qui, en tout cas dans son style de jeu, te ressemble beaucoup, comment est-ce que tu l'as accueilli, Coco V Bastos, à l'époque? Non, bah plutôt bien, forcément, parce que voilà, quand on voit des jeunes joueurs émerger, et il y en a pas mal, c'est vrai qu'on a un gros vivier de joueurs en France. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un déjà de très posé malgré son jeune âge. Ouais. Voilà, il sait ce qu'il veut, fait pas trop de vagues, et un beau style de jeu aussi. Donc c'est toujours plaisant de voir des joueurs justement avec un beau style de jeu. Donc voilà, c'était pas une surprise de le voir évoluer et c'est toujours cool de le voir à ce niveau-là quelques années après. Oui, complètement, toujours présent. D'ailleurs, on en a parlé, l'OL qui est associé à LDLC pour la section e-sport, Coco V Bastos. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, l'arrivée justement d'LDLC au sein de l'équipe? Bah, ça a changé pas mal de choses au niveau des structures. Ouais. Avant, on était au stade de l'OL du coup, mais il n'y avait pas une connexion qui était top. Et maintenant, on a des nouveaux locaux avec toutes les équipes d'LDLC, donc même les joueurs League of Legends, Fortnite, tout ça. Donc on a vraiment ce côté groupe, même si avec le Covid, on n'a pas encore eu l'occasion d'être tous ensemble, mais il y a vraiment toutes les mêmes équipes au même endroit, quoi. C'est ça la différence. C'est vrai qu'on a senti, Bruce, que l'OL, ça faisait partie de ces équipes qui, justement, prenaient vraiment à cœur ces questions voilà, de respect des conditions des joueurs e-sport. Hein. Bah, il faut, de toute façon, c'est vrai que c'est très important. Et on sait que, de toute façon, l'OL, hein, c'est un grand club qui est très bien géré. On le sait tous, avec un président à la tête de ce club qui est sûrement le plus grand président en France. Donc voilà, c'est pas une grande surprise. Alors, Coco V Bastos, on sait que tu es là donc, depuis très longtemps de cette structure. On peut presque dire que tu es un petit peu le capitaine emblématique de cette équipe de l'OL. Tu en as vu passer, hein, très clairement. Et là, avec toi, dans cette équipe, on retrouve Mens, on retrouve Lex, on retrouve Amadezer. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu voilà, tous ces joueurs qui composent votre équipe? Alors, bah, du coup, il y a Mens, qu'on connaît très bien, je pense, qui est l'un des meilleurs joueurs français depuis maintenant 3 ans, qui arrive un peu moins de temps que moi. Ouais. On a Alex, qui est un jeune joueur qui est très très fort depuis cette année, depuis déjà l'année dernière, mais il faisait pas de tournoi, donc il est très fort cette année. Il a fait un top 9 à la dernière qualif FUT Cup. Donc c'est vrai que les FUT Cup, c'est un peu compliqué parce qu'on n'entend pas parler quand on fait pas top 6, mais de faire un top 9 à un tournoi européen, c'est quand même déjà incroyable. Ouais. Et il y a Amar, qui est un joueur Xbox, pareil, très jeune, et qui lui doit être dans le top 30, je crois, des meilleurs joueurs Xbox. Mais c'est la même chose, on n'entend pas trop parler, malheureusement, à cause du format qui fait qu'on n'entend vraiment que parler des top 6. Et puis on a aussi Sir Alex, le coach, qui est là pour encadrer tout le monde et pour aider tout le monde.
Alors, Coco, on l'a vu cette saison, malheureusement, tu n'as pas été présélectionné pour l'équipe de France, pour l'eFoot de France. On sait que tu l'avais déjà été par le passé. Comment est-ce que tu l'as vécu? Ça a été un petit peu une frustration pour toi? Tu as des regrets par rapport à ça? Une frustration, ouais, quand même. Mais après, il s'est basé sur les 2 premiers tournois auxquels j'avais pas été performant. Et quand on regarde la liste des 16, c'était finalement logique que j'y sois pas. Donc, un peu frustré parce que ça faisait 3 ans que j'y étais et du coup j'aurais bien aimé y être encore une fois, mais je peux pas non plus contester une décision alors que j'étais pas parmi les 16 meilleurs. Et cette saison justement sur FIFA 21, comment tu la vis? Parce qu'on sait que les compétitions se déroulent beaucoup en ligne, hein, forcément. T'arrives à t'adapter toi ou c'est vraiment compliqué cette année? Cette année c'est compliqué, c'est la première année où j'ai pas vraiment perf, à part à l'e-club où quand même on était plutôt pas mal. J'ai beaucoup de mal avec le online et je trouve que cette année il y a vraiment un gros écart de connexion entre les joueurs. Ce qui fait que tu as des gestes qui vont sortir très rapidement chez un joueur et quand tu joues toi en face, les gestes ne sortent pas. Et je trouve qu'il y a vraiment, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a vraiment un très gros écart de connexion du coup, entre les joueurs, que ce soit les Espagnols, les Italiens, qui ont vraiment un jeu hyper rapide par rapport à nous, je trouve. Bon, évidemment, on espère que ça reviendra très vite à la normale, hein, Bruce. Ouais, et ça change énormément de choses. C'est vrai qu'on en a parlé avec pas mal de joueurs déjà ici, d'avoir des conditions et de jouer que sur Internet. Franchement, ça change énormément les choses. Si on avait une année, on va dire, un peu plus classique, les résultats ne seraient pas les mêmes, je pense. C'est aussi pour ça que tu as des joueurs encore qui émergent et que c'est assez random. Il y a quand même quelques joueurs qui arrivent à être réguliers, mais finalement, quand tu regardes à chaque fois les premières places, ça change quand même pas mal. Ouais, non, mais c'est sûr. Et on l'observe même d'ailleurs dans le foot, hein, sans vouloir faire de mauvais parallèles. Coco, avant de te libérer, peut-être une dernière question, parce que c'est vrai qu'en discutant avec certains, on a l'impression qu'il y a une nouvelle voie qui semble un petit peu s'ouvrir à toi, une voie à laquelle tu réfléchis, celle du coaching. On sait que tu as un très bon coach avec toi dans cette équipe OL eSport, avec Sir Alex, voilà, un coach reconnu. Et on sait aussi que tu as fait des études dans le sport. Si on se trompe pas, est-ce que c'est quelque chose qui te fait de plus en plus réfléchir là en ce moment, ou est-ce que pour l'instant vraiment ta carrière de joueur e-sportif reste la priorité? C'est quelque chose qui pourrait peut-être me plaire après, mais je sais pas, j'ai toujours ce truc, tant que je pense que je suis performant, j'ai pas trop d'intérêt, je trouve, à passer coach, même si par exemple quand je suis éliminé dans les tournois, je vais aller coacher Lex et tout ça, mais tant que j'ai encore ce côté où je sais que je peux faire quelque chose, j'ai vraiment envie d'être à fond en tant que joueur. On comprend bien en tout cas. Merci à toi Coco, Corentin Vicogne, qui était donc l'invité de beIN eFoot et qu'on retrouvera bien sûr lors des compétitions majeures sur FIFA. Merci à toi et bonne chance pour cette saison. Les amis, nous on enchaîne avec un autre joueur de cette équipe LDLCOL, c'est Lex, avec l'équipe du Pro. Alors on vous le dit très souvent dans l'émission, bien entendu, la scène française est tout simplement inépuisable. On a vraiment de nombreux talents qui sont là, qui sont présents. Et après avoir reçu Coco Vevassos, du coup, on va recevoir son coéquipier. C'est Lex qui est avec nous. Salut Lex et bienvenue dans beIN eFoot. Comment tu vas? Salut, moi ça va et vous les gars? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci à toi d'être là. Lex, avant de discuter avec toi et avant d'apprendre à te connaître, on va te laisser nous présenter ta compo et nous montrer comment ça se passe avec toi sur le terrain. Alors, tu vas nous montrer là, dans un premier temps, ta compo avant de changer de formation. Ouais, donc je me suis mis en 4-3-3 défensif. Donc dans les buts, j'ai mis Van der Sar. À droite, j'ai Cancelo. À gauche, j'ai Dalot. Mes 2 défenseurs dans l'axe, c'est Reece James et Walker. Mes 2-6, Bruno Fernandes avec Cristiano Ronaldo. Mon 8, Renato Sanchez. À droite, j'ai mis Rashford. Dans l'axe, j'ai Cristiano Ronaldo. Et à gauche, j'ai mis Neymar. Et du coup, en plein match, voilà, on voit la compo. Tu passes en 4-4-2, compo qu'on voit à l'écran là. Ouais, c'est ça, pour avoir le tout collectif. Donc en 4-4-2, la défense, c'est la même. Ouais. À droite, j'ai mis Mbappé. À gauche, Rashford. Mes 2-6, Renato et Bruno Fernandes. Et en pointe, j'ai mis Neymar et Cristiano. Alors, on réexplique, Bruce, un petit peu le système. Beaucoup de joueurs portugais, au final. beaucoup, c'est vrai. On réexplique un peu le système. Avant les matchs, les joueurs mettent une formation qui permet d'avoir les liens de collectif. Oui, c'est ça. C'est surtout pour les liens de cohésion. C'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des milieux défensifs en BU, par exemple, ou des BU en milieu défensif. C'est juste pour une histoire de collectif.
Mais bien sûr, dès le début du match, on switch les joueurs et ils sont tous dans leur bonne position. Après tout revient dans l'ordre. Alors, justement, Lucas, on va parler un petit peu de toi. C'est vrai que beaucoup apprennent à te connaître cette saison. Tu es issu d'une famille vraiment de footeux, puisqu'on peut le dire. Ton père, Mehdi, est un ancien joueur du FC Dieppe et de l'US Fécamp. Surtout aussi, ton frère, Victor Lécal, joue depuis plusieurs saisons sous le maillot du Havre. Et international algérien. Et comme si ça ne suffisait pas, toi-même, tu fais partie du centre de formation du Havre. Le foot, vraiment, coule dans le sang de la famille, très clairement. Ouais, tout le monde y est passé. Hein. Moi, j'ai joué au WAC depuis que j'ai 12 ans. Et voilà, j'y suis encore aujourd'hui. Donc, ouais, tout le monde y est passé. Hein. Est-ce que tu penses, Lucas, que justement le fait d'être complètement dans le foot comme ça t'aide sur FIFA? Est-ce que ça t'apporte une certaine vision de jeu? Est-ce que ça te permet de mieux comprendre un petit peu comment ça se passe sur FIFA? Ouais, je pense que ça apporte des facilités, hein, surtout sur la vision de jeu, ouais. Sur l'anticipation aussi. Je pense que ça aide. Ouais. Toi, tu as joué au foot, toi, Bruce. On sait que toi, ça t'a clairement aidé. Petit niveau, mais j'ai fait beaucoup de foot en club. Non, c'est sûr que oui, on ressent les capacités des joueurs aussi en fonction des postes. Par exemple, je ne sais pas si c'est un meneur ou un milieu de terrain au niveau de la vision de jeu. Ouais. On peut avoir des facilités dans la lecture du jeu, l'anticipation, et c'est vrai on peut ressentir une différence. Ouais, c'est sûr que ça peut aider. Alors, l'e-foot, justement, pour toi, a commencé il y a peu de temps maintenant, Lex, puisque l'année dernière, tu as remporté la Coupe de Normandie, très clairement, et juste derrière, tu as signé pour l'OL. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça arrive aussi vite pour toi dans ta carrière? Non, franchement, ça a été un vrai plaisir de pouvoir signer dans une telle structure sur ma première année. Donc voilà, j'en ressors très reconnaissant ils m'ont fait confiance, quoi. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. J'essaye de leur rendre cette année. Voilà. Et justement, tu parles de ta structure, donc de l'OL. On imagine que c'est vraiment une fierté pour toi d'y être. On sait qu'il y a des grands noms qui sont passés par là. Rafsou, notamment, c'est quand même assez lourd. On l'avait vu sur le plateau de Beansport. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'OL? Est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu as eu d'autres propositions? Oui, j'ai eu d'autres propositions, mais franchement, l'OL, c'était un projet vraiment qui m'intéressait. Il y avait le coach, Sir Alex, qui m'intéressait vraiment, et Coco aussi, je voulais vraiment travailler avec eux. Alors, niveau performance, on peut le dire, tu as fait un top 12 lors d'un qualifier en Europe. Et tu es aussi, surtout, un des rares à avoir battu le petit prodige Anders Vergang. Ça, c'était une performance assez incroyable. C'est lors d'une Blackie Cup. Tu as fini aussi premier mondial sur FUT Champion sur ta console fin mars. Comment est-ce que tu qualifierais cette première saison en tant que joueur pro? Un début assez compliqué. Avec le foot, j'avais du mal à lier les deux projets. Mais depuis que le foot s'est arrêté, ça va beaucoup mieux sur FIFA. Les performances sont là. Donc j'espère que ça va continuer. Très bien. Eh bien, écoute, Lex, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir à Bruce de voir la jeunesse comme ça. On sent qu'il arrive et que peut-être une carrière de fou qui s'écrit devant lui. Ouais, puis surtout qu'il a les deux casquettes. Entre le vrai foot et le foot virtuel, c'est très cool et on lui souhaite plein de réussite. Complètement. Merci à toi, Alex. Merci. Et bonne chance pour la suite de ta saison. Merci. Ah, merci. À très très vite. Bon, écoute, Bruce, on enchaîne avec l'humeur de Quanto, les amis. À la bonne heure, il est présent et aujourd'hui, il va nous parler des icônes sur FIFA. Salut Quanto, comment ça va? Salut Braque, écoute, oui, cette semaine, on va parler des icônes, ces cartes de légende, ces joueurs qui ont marqué l'histoire du football et qui sont disponibles dans le jeu en général, puisqu'ils ont marqué cette histoire du football et en plus ont un partenariat avec eSport pour apparaître dans le jeu. Ce sont des cartes qu'on va retrouver très souvent sous 3 déclinaisons différentes correspondant à 3 moments clés de la carrière d'un joueur. Les débuts de la carrière d'un joueur, donc la partie émergente, la confirmation, puis l'apogée pour un de ces joueurs-là. Et Bruce, une question déjà qui peut nous interpeller. Qu'est-ce qui qualifierait une légende? Qu'est-ce qui rendrait un joueur éligible à avoir cette carte dans FIFA à l'avenir? C'est vrai que c'est assez compliqué comme question. Il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs critères, je pense. Moi, j'aime mettre l'accent peut-être sur la longévité au plus haut niveau. Les joueurs qui ont marqué une génération, qui ont toujours été très très bons. Après, je pense qu'il y a aussi le côté spectaculaire qui peut rentrer en compte. Il y a aussi des joueurs qui ont marqué le foot de différentes manières et notamment les gens de différentes manières. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a des icônes assez variées au final sur le jeu.
Braque, on sait que FIFA est un jeu ultra populaire. En France, c'est le bien culturel le plus vendu. Notamment, on sait que c'est un jeu qui est multigénérationnel et qui touche beaucoup les jeunes. Si on met de côté cet aspect jeu vidéo, est-ce que FIFA, finalement, ne serait pas vecteur de transmission, d'héritage de l'histoire du football? Et complètement, moi je suis d'accord avec ça et c'est important parce que c'est vrai que les plus jeunes n'ont pas pu forcément voir évoluer des Ronaldo, n'ont peut-être même pas pu voir un Zidane, par exemple, qui reste une icône. Alors il y a les vidéos, forcément, tu peux revoir un petit peu ce qu'il a fait, mais c'est bien d'avoir justement ces icônes pour au moins s'assurer que voilà, les vestiges du passé existent toujours et continuent de perdurer dans l'esprit des gens et surtout des plus jeunes. Je pense que c'est bien d'avoir les icônes, justement. C'est vraiment une bonne chose. Braque vient de le dire, il a parlé de vestiges du passé. C'est intéressant parce que forcément, Maradona, Pelé, Zidane, Ronaldinho sont des joueurs qui parlent à tout le monde. Mais Bruce, les icônes ne s'arrêtent pas à ça. On a des joueurs peut-être qui sont dans des générations un petit peu plus lointaines, qui ne parlent pas forcément aux jeunes. Je pense notamment à des Lev Yashin, à des Ferenc Puskás. C'est aussi l'occasion de faire découvrir l'histoire du football, mais de manière très lointaine. Ouais, exactement. Il y a aussi Garrincha, par exemple. On peut penser aussi à Eusebio, qui est connu, mais qui est moins connu qu'un R9, etc. aussi. Donc voilà, c'est comme vous l'avez très bien dit, ça permet de redécouvrir des joueurs, de faire découvrir aussi des joueurs aux plus jeunes qui les ont pas forcément connus. Et en plus, c'est des cartes assez monstrueuses, donc c'est très plaisant. Et petite dédicace à Puskás qui cette saison est juste monstrueux dans le jeu. Garrincha aussi, c'est très fort, mais Puskás cette année, il fait penser un peu au Dalglish de l'année dernière. Ouais, très solide, hein, le joueur qui a marqué l'histoire du football, mais aussi du football hongrois. Braque, si on prend en compte le fait que eSport a beaucoup d'imagination cette année, on a vu des cartes Future Stars avec notamment des Tapsoba, par exemple, à 89 de général. Si on prend les cartes icônes d'Iniesta, de Rio Ferdinand ou de Lothar Matthäus, qui n'ont que 88 de général, est-ce qu'on peut finalement penser que les jeunes vont avoir une image faussée de ces icônes et vont se dire bon, mais finalement, peut-être que Ferdinand, Nesta, c'était pas si fort que ça, vu que Tapsoba est une meilleure carte générale qu'eux. Alors, je ne savais pas que Iniesta était devenu italien, mais en effet, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils vivent dans leur génération, ils sont dans leur mood à eux, et c'est sûr qu'ils peuvent avoir un petit peu l'impression que si un Tapsoba est plus fort qu'un Matthäus, à quoi bon jouer avec Matthäus? En fait, je pense que c'est juste une histoire de lecture, de manière dont les jeunes vont voir ces cartes-là. Je suis pas sûr que ça joue de cette manière-là, parce que les icônes, on sent bien que c'est des cartes vraiment très spéciales. Alors c'est sûr que dans le jeu, les plus jeunes vont tout de suite choisir les cartes les plus fortes. C'est une évidence, c'est humain, c'est naturel. Mais je pense quand même que les cartes icônes ont quelque chose de plus, ont une âme que les cartes actuelles n'ont pas, parce que les joueurs sont encore en activité. Donc je pense qu'ils le ressentent quand même. Bruce, je te sens un petit peu en désaccord avec ce qu'a dit Braque, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent que FIFA est la réalité et vont évaluer un joueur par rapport à sa carte sur FUT. Oui, il y a des jeunes qui regardent pas énormément de matchs de foot, c'est une réalité, et du coup, forcément, on va se faire une idée du niveau réel des joueurs sur FIFA. C'est pas pour rien qu'on a des Toni Kroos, des Busquets, qui ont pas une énorme cote parfois chez les plus jeunes, qui vont dire ils sont pas bons ces joueurs-là. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas bons sur FIFA, parce qu'ils ne sont pas rapides. Mais dans la réalité, c'est des très gros joueurs, on le sait. Et du coup, c'est vrai que ça peut tronquer un petit peu les choses parfois chez les jeunes. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi. Braque, pour conclure cette chronique, c'est vrai que tu as parlé de supplément d'âme pour ces cartes-là. C'est vrai que malgré des stats générales qui souvent sont au même niveau que d'autres joueurs au fil de l'année qui ont des augmentations continuelles, ces cartes-là ont quand même des restrictions en ce qui concerne l'e-sport, puisque ce sont des cartes qui en général sont très très fortes. Et on a vu par le passé des joueurs pros utiliser 11 icônes, et je pense que c'est aussi important dans la compétition de ne pas avoir que des anciens joueurs. Non, bien sûr, il faut savoir doser, c'est un petit peu comme le chocolat, plus t'en mets, plus ça devient indigeste, donc c'est cool. Ça dépend, le chocolat, ça se mange bien. Ouais, bon, j'en mangerai pas 11 kilos non plus, mais ce que je veux dire, c'est que oui, en effet, il faut y aller par petites touches, et c'est bien de ne pas non plus autoriser 11 icônes, ça n'aurait plus de sens en vrai. C'est bien une petite icône qui vient un petit peu embellir ton équipe et la rendre un petit peu plus, la faire briller un peu plus en tout cas. Donc, quand on attend Alan Shearer ou Bobby Moore sont des joueurs qui sont nuls, attention quand même à ne pas trop jouer avec l'histoire du football. Non, bien entendu. Merci Quentin pour cette chronique. Nous, on enchaîne avec le top but. Et on commence avec un but inscrit par BlueX avec la team KFC. C'était en club pro. Je vous propose ça, les amis. Et vous allez voir, Bruce, on parlait beaucoup des frappes enroulées ces dernières semaines.
celle-là, elle est juste pure et parfaite. Ouais, petite combinaison. Voilà, on l'a peut-être laissé un petit peu trop seul en retrait. On sait qu'en club pro, il y a pas mal de combinaisons. Donc on vient de trouver le joueur au 25 mètres et la petite frappe enroulée parfaite là pour trouver la lucarne. Moi, j'aime bien ce genre de but. Le dosage est bon. Kanto, on va voir ici, sur ce centre, cette reprise acrobatique entre 3 joueurs, quand même. Oui, il est arrivé à prendre le meilleur avec ce geste presque zlatanesque. En effet, regardez, cette reprise juste parfaite. Il s'est élevé, bien entendu, au-dessus de ses adversaires. On va se voir cette fois-ci un but d'Ismaël. C'était en FUT Champions et vous allez le voir. Alors Neymar, à défaut d'être peut-être performant, avec le PSG, là, elle est bien sur FUT Champions. Regardez, il va donner le tournis littéralement à son adversaire et l'envoyer dans le zig et dans le zag. Ouais, tout en fin de frappe. Simple, efficace, mais c'est vrai que ça permet de mettre le défenseur dans le vent plusieurs fois. Encore un peu de club pro, Kanto, un mode qu'on aime beaucoup en cette fin de saison. Et d'ailleurs, on vous promet une émission spéciale, encore un but très bien construit. Exactement, une belle construction et surtout une belle finition. On a vu un sacré buteur ce week-end, pour ceux qui suivent un petit peu Twitch, sur le stream de Bruce Granek. Il y avait un attaquant au FC Guez qui était sublime, comme sur cette vidéo. Eh bien, on l'a vu, on montrera les images. Et bien sûr, sur Rocket League, Bruce, je te laisse commenter parce que là, tu as apprécié la dextérité. Ouais, non, là, c'est magnifique. Le petit toucher, là, parce que c'est vraiment pas simple ce qu'il vient de faire. Quand tu regardes du Rocket League, ça te paraît toujours simple. Et quand tu as la manette entre les mains, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Allez, les amis, continuez de nous envoyer vos plus belles créations sur le compte Twitter de l'émission. Bill_eFoot, et c'est l'heure de nous quitter. Merci Bruce. Merci les gars. Merci Kanto. À bientôt. Et à la semaine prochaine les amis. Jouez bien et jouez sérieux.